Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic au micro pour un nouveau numéro d'Israël demain, l'émission de l'innovation en Israël et sur Studio Qualita. Et aujourd'hui, nous allons parler de recherche médicale et de technologie avec Aurélie Schwarzbart qui est dans notre bureau. Il faut appuyer sur le bouton Aurélie pour parler. Bonjour Aurélie. Voilà, c'est bon. Bonjour. On vous entend. Merci d'être venu dans notre studio pour parler de recherches que vous faites déjà depuis plusieurs années, qui ont l'air passionnantes. On va les découvrir avec vous. Vous êtes chef de projet en recherche clinique dans une société israélienne à Jérusalem qui s'appelle Gamidacell. Exact. Et une société qui existe depuis longtemps déjà ? Elle existe depuis un petit peu plus de 15 ans. De 15 ans, et qui est donc spécialiste dans la recherche médicale, et plus particulièrement dans la recherche médicale concernant des personnes qui sont atteintes de maladies graves concernant le sang. Oui, c'est exact. On va en parler dans quelques instants. On va parler de vous d'abord, Aurélie. Vous êtes en Israël depuis longtemps ? Je suis en Israël depuis un peu plus de 10 ans. Mmh. Vous avez fait donc vos études en France, je suppose ? J'ai fait mes études en France, un master de biologie. J'ai fait de la communication scientifique aussi, un diplôme de communication scientifique. Et après quelques années, j'ai fait une formation spécifique pour faire de la recherche clinique. J'ai commencé à travailler dans la recherche clinique en France. Et j'ai décidé de faire mon aléa. Vous avez décidé de faire votre aléa. C'est courageux parce que c'est, je suppose, un investissement en année d'études où vous aviez peut-être l'intention de faire une carrière en France, où vous avez peut-être même commencé votre carrière en France. C'était sans doute plus facile pour vous et vous avez décidé quand même de venir en Israël. Les premières années étaient un peu dures quand même ? Oui. C'était un peu dur, même si j'avais bien préparé mon aléa. Avant même d'avoir pris la décision de venir en Israël, je m'étais organisé mon propre voyage d'études. J'avais contacté des boîtes qui travaillaient dans la recherche clinique. J'avais demandé à les rencontrer. Et donc j'ai passé mes premiers entretiens avant même de savoir que je voulais venir en Israël. Et quand je me suis assurée que si j'avais envie de venir en Israël, j'avais la possibilité d'y travailler dans mon domaine. J'ai décidé de faire mon aléa. Donc vous aviez votre place assurée ou... Non, ma place n'était pas assurée, mais j'avais déjà préparé le terrain. Vous aviez préparé le terrain, donc vous saviez qu'il y avait quand même des possibilités qui pouvaient avoir lieu dans ce domaine-là. Donc vous arrivez en Israël, et puis alors vous intégrez peut-être pas tout de suite cette société Gamidacell, puisque vous y êtes depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. Et vous commencez donc, on va parler donc de Gamidacell et des recherches que vous faites dans cette société. Alors expliquez-nous sur quoi se concentrent vos recherches. Alors d'abord, il faut séparer. Donc Gamidacell a différentes personnes et différents départements. Il y a d'abord le département de recherche et développement. Quarantaine de personnes qui travaillent. Oui, une quarantaine de personnes. Il y a une grande équipe de recherche et développement et de production de notre produit qui, eux, font des recherches sur les animaux, vérifient des théories, vérifient qu'en pratique, on a des résultats concrets. Et puis nous, on s'occupe de la recherche clinique chez les patients. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir sur quoi on travaille. Oui, alors sur quoi vous travaillez justement ? Donc on a dit que c'était une société qui était spécialisée dans les maladies du sang. Alors lorsqu'on parle des maladies du sang, sans rentrer trop dans les détails, on parle surtout du cancer du sang. Des cancers du sang, oui. Il y a d'autres maladies qui existent, comme les plus connues sont la drépanocytose, la thalassémie. On a aussi des essais cliniques dessus, mais on va se concentrer sur les cancers du sang et sur ce que fait notre produit. Votre produit que vous êtes en train de développer. On est en train de développer. Alors, les recherches, comment se passent ces recherches ? D'abord, commençons par le début. Je vais vous expliquer. On peut considérer, on va dire qu'on va considérer le sang comme un organe, comme le foie, les poumons. Quand tout va bien, tout va bien. Quand il commence à y avoir des problèmes, on va essayer de les régler. Et
si on a un cancer qui se développe, ça veut dire qu'il y a des cellules qui vont mal fonctionner. Et on va arriver à un stade où il va falloir faire une greffe de sang. Comme on fait une greffe de foie ou de poumon, il va falloir qu'on Alors, comment on greffe le sang? Parce que le sang, c'est dans tout le corps, bien entendu. Alors, encore le foie, c'est quelque chose de très précis. En fait, quand on veut faire une greffe du sang, on doit s'attaquer à la base du sang. Oui, et la base du sang se trouve dans la moelle osseuse. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas pouvoir opérer et enlever le sang. On va devoir utiliser de la chimiothérapie, de la radiothérapie pour détruire toutes les cellules qui sont dans la moelle osseuse, et on va devoir les remplacer, ces cellules. Donc, c'est la fameuse greffe de moelle osseuse qui existe déjà, qui est déjà très développée, mais qui a certaines quand même restrictions, puisqu'il faut trouver un donneur compatible surtout. Oui. Et pourquoi il faut donner un donneur compatible? Je vais revenir un petit peu sur les bases de ce que font les cellules du sang et pourquoi il y a un problème spécifique. Donc, les cellules du sang sont composées de globules rouges qui s'occupent des échanges gazeux entre l'oxygène et le CO2. Les plaquettes qui ont un rôle je trouve plus. Ouais. Je ne peux pas vous aider parce que c'est pas trop mon domaine, mais on continue. Il y a les plaquettes et puis il y a les. Et puis il y a les globules blancs. Les globules blancs sont nos petits soldats. D'accord. Qui sont responsables de notre immunité. D'accord. Et comment elles fonctionnent en fait? C'est les cellules de sang. Donc il y a plusieurs sortes de soldats, mais elles vont reconnaître une cellule étrangère par rapport à une cellule de son propre corps. D'accord. Et comment elles font pour les reconnaître? Il y a sur presque chacune de toutes nos cellules, il y a des marqueurs très spécifiques qu'on appelle des marqueurs HLA, Human Leukocyte Antigen, et qui, en présentant ces marqueurs, vont dire vous m'attaquez pas parce que moi je suis de votre corps. D'accord. Donc c'est des amis, en fait. Voilà, c'est des cellules. Des cellules amies. Amies qui vont dire, voilà, j'ai un marqueur HLA que vous connaissez, vous n'allez pas m'attaquer. D'accord. Quand ça fonctionne bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, les cellules étrangères qui n'ont pas ce marqueur spécifique vont être reconnues par les cellules immunitaires. Les cellules immunitaires, il y a des petits soldats qui vont être responsables d'aller passer le message aux autres soldats, par exemple, aux cellules tueuses qui vont venir, qui vont attaquer les cellules. D'accord. Ça, c'est quand ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne bien. Alors, quand il y a un dysfonctionnement dans le corps... Quand il y a un dysfonctionnement dans le corps, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, c'est complexe, mais il va falloir remplacer ces cellules. Les cellules blanches? Les globules blancs. Les globules blancs. Alors, comme je vous ai dit, les globules blancs, ils sont censés reconnaître les cellules du foie. Donc, si on remplace nos globules blancs, on va les exterminer. On va enlever les cellules qui sont malades. Le corps va être sans défense, déjà. Ouais. Mais il va falloir les remplacer avec des cellules qui vont pouvoir reconnaître les cellules de soi comme étant des cellules de soi, qui ne vont pas les attaquer. Donc, il faut que leur HLA soit un HLA compatible. D'accord. Donc, d'où la difficulté de trouver des donneurs compatibles. Oui, parce qu'il faut que ce soit vraiment compatible à 100% pratiquement. Alors pour une greffe de moelle osseuse, il faut que ce soit quasiment compatible à 100%. Ouais. On a dans nos chromosomes, on va dire 5 voire 6 gènes qui sont responsables de ces marqueurs HLA. Et pour une greffe de moelle osseuse, il faut que les 2 allèles de chaque gène, c'est-à-dire on a 2 chromosomes, un qui vient du père, un qui vient de la mère, et sur chacun de ces chromosomes, il y a 5 endroits sur un chromosome et 5 endroits sur l'autre chromosome. Il faut que ces 10 allèles soient compatibles. D'accord. Donc la chance que ça soit compatible, est-ce qu'on le sait ? Alors, ça dépend. Ça dépend aussi du type de personne. Pour une personne européenne de couleur blanche, ce sera beaucoup moins difficile de trouver un donneur. La population est beaucoup plus... la population homogène est beaucoup plus grande. Pour des minorités, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et il y a même des minorités où il n'y a quasiment pas de chance de trouver un donneur
compatibles de moelle osseuse. D'accord. Pour être complet sur le chapitre des donneurs, en fait, dans ce que vous nous dites, les personnes d'une même famille seraient en fait les meilleurs donneurs en principe. Les frères et sœurs. Parce que les parents n'ont que 50%. Ah oui. Et les enfants n'auront que 50%. Mais les frères et sœurs ne sont pas toujours compatibles non plus ? Il peut y avoir des changements. Il y a une chance sur 4 pour que ce soit compatible. Et encore, c'est vraiment... Donc c'est très difficile de trouver un donneur compatible, bien que... Ça peut être très difficile, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes qui sont faites en Israël, en particulier d'encourager la population de faire des analyses justement pour voir la compatibilité pour faire un don de moelle osseuse. Je crois qu'aujourd'hui, tous les soldats font cet examen. La plupart des soldats, et ça a été aussi enclenché, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 9 ans, il y a eu une énorme campagne pour une petite fille, Amit Kadosh, pour qui on n'avait pas réussi, malgré toute cette campagne, on n'avait pas réussi à trouver de donneur je crois, qui avait de moelle osseuse. Oui, c'était et en fin de compte, elle a été greffée avec un sang de cordon. Alors ça, on va en venir tout de suite, puisque ce sont vos recherches, justement. Donc, on comprend que de trouver un donneur, c'est très difficile, et même quand on trouve un donneur de moelle osseuse, c'est pas toujours évident qu'il soit OK, d'accord pour qu'il soit disponible, qu'il soit OK. Ça peut être quelqu'un qui vient de très loin, qui est en mauvaise santé. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses. Donc on essaye de contourner en fait vos recherches et votre société essayent de contourner ce problème de moelle osseuse. Et vous avez trouvé quelque chose d'autre. Donc c'est pas nous qui avons trouvé que le sang de cordon pouvait être utilisé en tant que origine de cellules souches. Mais bien qu'il soit plus disponible, parce que le sang de cordon, avec l'aval de la maman, donc on va prélever le sang de cordon à la naissance, on va vérifier... Ça se fait vraiment à la naissance ? À la naissance. Au moment de l'accouchement ? Au moment de l'accouchement, il y a quelqu'un qui vient, qui est disponible, qui va prélever le sang de cordon, qui va vérifier qu'il n'est pas atteint de tel virus, qu'il ne contient pas tel ou tel virus, qu'il est d'assez bonne qualité, qu'il est en bonne santé. Ils vont le congeler et il reste dans une banque. Il va être stocké dans une banque. Et le jour où il y a quelqu'un qui a besoin d'un sang de cordon, il va vérifier la compatibilité et trouve qu'un sang de cordon dans la banque qui se trouve à Duke ou à Cleveland ou dans un autre pays est compatible avec le patient, on va pouvoir la commander et alors la faire la compatibilité, décidément, avec ce mot j'ai du mal, la compatibilité du sang de cordon ombilical est plus haute que la moelle osseuse ? Non, en fait, pour le sang de cordon, on regarde déjà, je vous ai dit que pour la moelle osseuse, on regardait 5 à 10 gènes, 5 à 6 gènes, donc 10 à 12 allèles. Et pour le sang de cordon, on va regarder que 6 allèles. Et sur ces 6 allèles, on peut avoir une compatibilité jusqu'à 4 sur 6. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver un sang compatible. Le sang de cordon est est facilement disponible. Le gros inconvénient du sang de cordon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cellules. C'est-à-dire que la quantité qui est prise, qui est prélevée, est petite et ça ne suffit pas au corps dans lequel il est injecté. Donc ça suffit en général pour les enfants qui sont plus petits et qui pèsent, qui sont plus légers. Pour les adultes, ça pose un gros problème. Et c'est là qu'on intervient. Parce qu'avec la technique qui a été développée chez Gamidacell, on va pouvoir multiplier un type très particulier de cellules, de cellules souches, et on va pouvoir injecter au patient. Vous allez faire une sorte de culture qui va développer et qui va multiplier ces cellules. Oui, c'est une culture qui se passe en 3 semaines. Donc c'est 3 semaines de culture d'une certaine catégorie de cellules souches.
et qui va les multiplier. Mais l'avantage de notre technique, c'est que quand on prend une cellule souche et qu'on la multiplie, elle va aussi se différencier. Et donc, elle va ne donner qu'un type de cellule. Nous, notre avantage, c'est que les cellules vont rester à l'état de cellules souches. D'accord. Donc, il va y avoir vraiment une augmentation de cellules souches. Elles vont garder leur fonctionnalité parce que c'est bien qu'elles soient cellules souches, mais il faut aussi qu'elles soient capables, une fois injectées, de trouver le chemin vers la moelle osseuse, de pouvoir intégrer la moelle osseuse et à ce moment-là, de pouvoir se développer. De prendre la place. Et grâce à notre technique, donc on a multiplié ces cellules souches, on arrive à un nombre beaucoup plus important. Et on améliore la fonctionnalité. Ça veut dire qu'on va améliorer le cheminement de ces cellules jusqu'à la moelle osseuse. Et ça donne quoi comme résultat, en fait ? Comme résultat, ce qui est important dans notre domaine, c'est de voir quel va être le temps jusqu'à la prise de greffe. Parce que le patient, une fois qu'il a eu sa chimiothérapie et sa radiothérapie, comme j'ai dit tout à l'heure, il est sans défense immunitaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on les met très souvent dans des chambres tout seuls et stérile, et vraiment on évite on évite tout contact avec l'extérieur. Le contact avec l'extérieur, oui. Enfin, c'est vraiment un petit microbe, même un petit virus peut être catastrophique. Qui nous rend juste enrhumés, peut avoir des conséquences importantes. Et donc avec notre produit, on réussit à diminuer le temps de prise de greffe. D'accord. De manière assez impressionnante. Et de là, on va aussi avoir une diminution. On voit aussi qu'il y a une diminution d'infections d'infections graves bactériennes, par exemple. Alors ça, je suppose, vous nous le racontez très rapidement, mais c'est des années et des années et des heures de recherche. Vous en êtes où par rapport à ces recherches ? À quelle étape ? Alors, en gros, dans la recherche clinique, après, une fois la recherche préclinique passée, qui met aussi beaucoup de temps. La théorie, plus ou moins. La théorie, la pratique sur les animaux, je ne rentrerai pas dans les détails. On va prendre ce produit-là et on va tester son efficacité et sa sûreté chez les patients. Et ça se fait en plusieurs stades. Les maladies qu'on traite avec notre produit sont des maladies qui sont dites des maladies orphelines. Ça veut dire que ce sont des maladies qui atteignent une très, très petite frange de la population. Donc, nos essais cliniques vont être plus petits. Mais c'est aussi beaucoup plus difficile de trouver les patients qui vont pouvoir rentrer dans nos essais. On en est là à la dernière phase. D'accord. C'est la phase 3. Vous avez déjà fait quelques essais sur des patients ? On a fait des essais sur des patients. Qui ont été positifs ? Qui ont été plus positives, même plus positives que ce qu'on pensait. Donc, c'est ça qui nous a permis d'avancer et de continuer. Et là, on espère, on recherche des patients pour notre essai. Pour notre dernier essai clinique qui, on espère, va nous mener à l'accord de la FDA et de son pendant européen, de manière à ce qu'on puisse mettre le produit sur le marché. Et c'est un produit qui sera quasiment universel, parce que de trouver un sang de cordon compatible, même pour des petites minorités, ce sera plus facile. Et puis, on a besoin, en fin de compte, de sangs de cordon qui sont plus petits que les sangs de cordon qu'on utilise sans les manipuler, puisqu'on va nous développer et multiplier le nombre de cellules. Et est-ce que, justement, vous nous parlez de la FDA, donc, qui est cet institut américain qui reconnaît les médicaments et qui donne l'aval, justement, pour mettre sur le marché des médicaments ou des recherches qui sont faites. Est-ce qu'elle facilite un peu les choses dans ce genre de cas ? Elle facilite quand elle voit que les résultats sont prometteurs. Elle a certains moyens de facilité. C'est des espèces de raccourcis. Mais c'est pour la bonne cause, surtout. C'est pour la bonne cause, et on a eu la possibilité d'avoir droit à ce raccourci. Donc, ça veut dire qu'une fois que notre essai sera terminé... C'est une certaine reconnaissance aussi, en plus. C'est une certaine reconnaissance, c'est un appui. Ça veut dire qu'ils reconnaissent notre produit comme étant un produit qui, s'il prouve ce qu'il a prouvé dans les phases précédentes,
si on confirme nos résultats, le dossier sera revu en priorité plus rapidement, de manière à ce que le produit puisse arriver sur le marché plus rapidement aussi. C'est un projet d'une vie entière, ça? C'est un projet d'une vie entière. J'aimerais bien que ce soit un projet d'une vie entière et qu'on arrive à... C'est quoi comme sentiment? Sentiment de tous les jours, on a tendance à oublier ce qu'on fait. Ah oui. Et puis parfois, on prend du recul et on se dit... c'est quelque chose de formidable. C'est une aventure qui est formidable, l'aventure dans laquelle on est. La recherche clinique en elle-même, c'est quelque chose qui est devenu très complexe avec les années parce que c'est devenu très réglementé. Il y a beaucoup de notions éthiques qui Bien vont sûr. avec la recherche clinique. Des choses qui ont été faites qui n'étaient pas totalement faites, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Des choses sur des cobayes qui n'étaient pas d'accord. C'est même pas... Enfin, c'est vraiment l'extrême de l'extrême. Mais c'est vrai que le patient doit avoir un avis éclairé. Il doit avoir toutes les données, savoir exactement en quoi consiste l'essai clinique, quelles sont les alternatives, d'être assuré que s'il participe, ce sera dans les règles de l'art. S'il ne participe pas, il ne sera pas puni pour ça. Et puis, notre produit est un produit de thérapie cellulaire. Il utilise des cellules vivantes. C'est encore plus réglementé qu'un... Il y a beaucoup de donneurs ou de donneuses, plus exactement, de ce sang du cordon ombilical? Jamais assez. Il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que pour qu'on puisse vraiment développer ces dons de sang, il faut que les banques aient le plus possible de sang de cordon pour qu'on puisse trouver de manière quasiment certaine un sang de cordon qui soit compatible avec la personne qui est malade. Ça se fait, ça se développe. On a aussi des voies concurrentes qui freinent un petit peu le développement de dons de sang de cordon. Parce que y a des techniques qui vont utiliser, qui se sont rendus compte qu'on peut éventuellement utiliser aussi des dons de sang de personnes qui sont dites haploidentiques. C'est aussi un terme qui est un petit peu barbare, mais ça veut dire qu'ils sont des personnes apparentées qui n'ont pas un match, comme j'ai dit, qui n'ont pas une compatibilité aussi importante. Au début, c'était très difficile. Enfin, les greffes ne fonctionnaient pas, et là, ils sont en train de trouver une possibilité de faire des greffes. Alors, c'est des concurrents, mais c'est bien parce que nous, ça nous pousse aussi à trouver, à développer un produit encore meilleur. Donc, c'est pas juste que... Bon, on espère quand même arriver à nos fins, mais... Alors, c'est une société israélienne, il faut le rappeler. On le rappellera jamais assez que Israël, dans ce domaine, a un pas d'avance, vraiment, on peut le dire. Oui, il y a d'autres dans le monde, il y a d'autres sociétés qui développent aussi leurs produits. Dans ce domaine-là, mais on a un pas d'avance. Un pas d'avance. Donc, je suppose beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements. On a plusieurs dizaines de millions de dollars. On a eu des investissements de la part de Novartis, on a eu des investissements de la part d'autres fonds d'investissement privés. Vous avez déjà un autre rêve après ce beau projet qui, on va espérer, va se terminer dans quelques années? Vous avez déjà quelque chose en vue? Pas encore. Dans notre boîte, on a déjà d'autres projets. Ouais. Donc on peut... Non, c'est pas terminé. L'aventure n'est pas encore terminée. L'aventure n'est pas terminée. On espère juste qu'elle va continuer. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet fascinant et passionnant et surtout très, très utile pour tous ceux qui sont atteints de maladies graves du sang.
Et on vous souhaite en tout cas bonne chance et merci beaucoup pour ces recherches. Merci Aurélie Schwartzbach qui était notre invitée ce matin dans Israël demain pour parler de ces recherches totalement passionnantes. À bientôt. À bientôt. Et nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour encore une nouvelle émission de Israël demain sur Studio Kalita. Merci de votre attention et à très très bientôt. Bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.